Boubacar, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, je suis directeur général de Carimex Consulting and Engineering, qui est une entreprise d'accompagnement qui aide les entreprises effectivement qui ont envie de s'élancer dans tout ce qu'on appelle les systèmes de management modernes, entre autres les systèmes de management qui sont régis par ce qu'on appelle tout simplement les standards internationaux reconnus par un grand organisme international qu'on appelle tout simplement ISO. Alors ce que nous faisons, nous nous intéressons à des entreprises effectivement qui ont besoin de mettre en place un système de gestion moderne pour arriver effectivement à maîtriser soit leur qualité de produit ou leur qualité de service, et en même temps aussi nous accompagnons certaines entreprises qui les désirent à mettre en place des systèmes de management pour la gestion de l'environnement et aussi la gestion de la sécurité santé au travail, sans oublier effectivement que nous sommes très intéressés et très impliqués dans tout ce qui est management des risques afin de permettre les entreprises d'être alertes sur les risques qui peuvent les empêcher effectivement d'avoir un retour sur gain, un retour de gain sur tout ce qu'ils font comme activité, ainsi de suite. Vous accompagnez les entreprises qui veulent naître ou vous accompagnez les entreprises qui existent déjà? Alors, l'accompagnement pour se conformer à ce qu'on appelle les standards internationaux peut s'intéresser autant à des entreprises naissantes, tout comme il peut s'intéresser effectivement à des entreprises qui existent depuis un certain moment. Alors, les entreprises naissantes, effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Lorsqu'on arrive à vouloir mettre en place une entreprise, il est important de se faire accompagner, de comprendre effectivement quel type de management on veut mettre en place pour arriver à bien gérer la qualité de produits qu'on va mettre à la disposition des clients et ou des services qu'on va effectivement mettre à la disposition des personnes désirant ces services. Alors, il est autant important de savoir que lorsqu'on s'intéresse à une entreprise naissante, c'est bien effectivement parce que les racines sources de cette entreprise vont être effectivement fondées sur un système de management cohérent qui va permettre à cette entreprise naissante de bien maîtriser son contexte effectivement, que ce soit son contexte macro, contexte comme on l'appelle, donc le contexte externe ou son contexte interne, pour arriver effectivement à déceler dès sa naissance ce qu'on appelle tout simplement les enjeux, sachant que les enjeux c'est tout ce qu'on peut gagner ou perdre d'un deal. Et pour les entreprises existantes, effectivement, depuis un certain moment, les standards internationaux exigent effectivement une bonne application, une bonne implication aussi des entreprises, ce qui fait que le marché mondial actuellement, les échanges sont effectivement parfois conditionnés par une preuve de standardisation internationale, par exemple avoir une norme ISO 9001, version 2015, ou la norme ISO 14001, ou la norme ISO 45001 sur tout ce qui est sécurité santé au travail pour accéder à certains marchés. Vous savez, quand vous parlez des normes ISO 90, ISO, vous savez que c'est vraiment un terme savant que tous nos téléspectateurs n'arrivent pas à comprendre. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Très bien. Alors, ISO, c'est ce qu'on appelle International Standard Organization. Donc c'est une organisation qui prend naissance, effectivement, c'est comme ça s'est dit, hein, c'est Organisation Internationale Standard, donc International Standard Organization. Donc ça a presque le même sens aussi en français. Donc alors c'est un organisme ou une organisation, c'est mieux de le dire ainsi, qui prend sa naissance effectivement dans les pays européens de l'après-guerre effectivement. Alors il y a eu un afflux dans le besoin effectivement de surproduction. Parce qu'après la guerre, il fallait produire effectivement beaucoup de biens, beaucoup de services pour mettre à la disposition des naufragés de la guerre, ainsi de suite, et des rescapés de la guerre. Alors, c'est à ce rythme-là, effectivement, que derrière cette course à la production, se présente effectivement la problématique de la qualité de service ou la qualité de produit qu'il fallait mettre à la disposition, effectivement, de toutes ces personnes qui désiraient consommer et au-delà de consommer. Alors cette organisation effectivement qui est représentée partout en Europe par les 26 pays de l'Union européenne et qui effectivement a son siège au niveau de Suisse, est une organisation qui en son sein a d'énormes panels d'expertise, et ces expertises là permettent effectivement de séquencer par domaine d'activité les types de normes effectivement qui définissent un standard qu'on a appelé effectivement standard international, vu les niveaux internationaux
de ce qu'ils font, afin que ces standards puissent régir tout le monde dans ce qu'on appelle la production de services ou la production effectivement de produits, hein, donc comme on l'a dit. Alors c'est à ça effectivement, d'une manière brève, c'est ça ISO. D'accord, c'est ça ISO d'une manière brève. Vous êtes là pour parler de l'importance de l'entrepreneuriat en RDC, l'entrepreneuriat tout en RDC. Vous pouvez nous parler d'entreprendre. Qu'est-ce que cela signifie dans votre domaine? Alors, entreprendre dans notre domaine, c'est arriver effectivement à avoir le courage déjà. J'ai lu le mot courage parce que l'entrepreneuriat, effectivement, ça demande beaucoup de courage. C'est un peu se lancer dans le vide, mais tout en sachant que la chute ne peut être que sur un matelas intéressant lorsqu'on arrive à contrôler ce qu'on fait. Alors, l'entrepreneuriat dans notre domaine, ça consiste effectivement à se lancer à son compte, effectivement, en mettant en place une structure ou des structures, effectivement, qui peuvent accompagner les entreprises de manière autonome, donc accompagner les entreprises à mettre en place les systèmes de management dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement faire la connaissance, faire la connaissance aux personnes qui désirent s'impliquer dans ces systèmes de management et aider ces personnes effectivement à mettre ces systèmes de management en place, former des personnes effectivement à l'utilisation de l'outil de management qui est l'outil ISO. Vous pouvez alors, au stade où la RDC se retrouve en ce jour, vous pouvez nous donner l'importance des créations d'emplois, parce qu'en parlant de l'entrepreneuriat, on entend par la création d'emplois. Quelle est cette importance au stade où nous sommes en RDC? Vous conviendrez avec moi, madame, que dans tout pays qui se respecte, dans tout pays qui a envie, qui ambitionne effectivement de se développer au plus haut de son niveau, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure porte effectivement pour la création d'emplois. L'entrepreneuriat, c'est pratiquement l'État multiplié par 1 million. Chaque entrepreneur est un petit État. Donc c'est quelqu'un qui peut, avec le moyen de sa politique interne, les moyens de ses activités, arriver à créer des emplois pour les autres. Donc il est très important effectivement que le pays, la RDC, se mette effectivement sur les diapasons effectivement d'autres pays en mettant en place un cadre très ouvert, un cadre plus promouvant effectivement pour tout ce qui est entrepreneuriat, surtout pour effectivement pas mal des diplômés qui sont produits au niveau universitaire aujourd'hui. Il y a besoin effectivement que toute cette masse des diplômés ne soit pas forcément destinée à l'emploi, ne soit pas forcément destinée à l'emploi et encore pire à l'emploi public qui ne peut pas satisfaire autant de masse. Alors, il est question effectivement, dans le bon sens des choses, d'encourager le gouvernement congolais à mettre en place une stratégie. Qui dit une stratégie dans notre langage à nous, c'est-à-dire qu'il faut déjà penser à comprendre le contexte dans lequel on évolue, que ce soit le contexte externe ou le contexte interne, dégager les enjeux effectivement qui définissent ce qu'on peut gagner et perdre avec cet entrepreneuriat. Vous entendre, vous encourager les jeunes diplômés Exactement. à pouvoir créer leurs propres emplois et vous bannissez les systèmes. J'ai l'honneur de venir auprès de vous pour solliciter un emploi. Donc vous bannissez ces systèmes-là. Si nous avons bien compris. C'est vrai que ce système, il est ce qu'il est, il existe. Bon, après, on peut pas effectivement condamner tout le monde à suivre les mêmes scientés. Il y a des gens qui peuvent aller, mais personnellement, parce qu'on a besoin de mon avis, personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat est mieux. L'entrepreneuriat est mieux parce que ça fait développer effectivement la personne plus rapidement. Ça vous met devant les défis, ça vous met en contact avec vos propres limites et ça vous permet de vous développer vite. Au-delà de ça, il ne faut pas qu'on se le cache. L'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon de devenir riche. On ne devient pas riche en travaillant. Quelles sont les stratégies efficaces pour pouvoir promouvoir la création d'emplois auprès de jeunes diplômés qui, au début, n'ont pas de moyens pour le faire? Exactement, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour le gouvernement congolais, c'est effectivement commencer d'abord par résoudre le problème des diplômés à la compétence. Donc, je m'explique. Le Congo est un grand pays qui sort énormément de diplômés chaque année, mais qui sort très peu de compétences. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous faites un appel d'offres, par exemple, pour un poste où vous mentionnez tout simplement, nous avons besoin de licenciés en économie. Vous pouvez en avoir 100 000. Mais si vous demandez aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui connaît, par exemple,
qui a la compétence, parce qu'on dit que la compétence c'est le savoir-faire, hein. C'est différent avec la connaissance qui est tout simplement justifiée par un diplôme ou l'accumulation théorique de certains principes et certaines théories. Alors, si vous demandez aujourd'hui par exemple d'acquérir ici là des personnes qui ont une spécialité par exemple en monnaie ou quelque chose comme ça parmi les économistes, vous verrez que ça va encore amoindrir la masse des personnes devant vous. Et si vous affinez encore un tout petit peu, vous trouverez que effectivement ce grand pays qui est le Congo a plus de diplômés que plus de compétents. Donc il est important effectivement que le gouvernement congolais mette en place une stratégie qui consiste à former les gens, effectivement, en accompagnement post-diplôme, en tout ce qu'on appelle métier. Ça se fait maintenant dans d'autres pays. On peut arriver effectivement à former des gens sur des métiers qui sont valables effectivement dans leur secteur de diplôme. Par exemple, actuellement, dans le domaine qui est le mien, le Maroc, le pays où je vis depuis plusieurs années, c'est un pays qui a quand même une stratégie incroyable parce qu'il continue à former aujourd'hui les post-diplômés en tout ce qui est par exemple des nouveaux métiers. Donc les nouveaux métiers, c'est quoi? C'est par exemple les métiers HSE, qui est hygiène, sécurité, santé au travail. Pour un pays minier comme le nôtre, rien que ce secteur peut générer une dizaine de milliers d'emplois. Vous avez dit que vous évoluez au Maroc actuellement et c'est là que vous avez basé votre entreprise. Mais pourquoi avoir choisi de vous investir en Europe, au Maroc, plutôt qu'en RDC, votre pays d'origine? Alors, il y a eu un choix au début et après il y a eu la réalité. Donc le choix il s'est avéré effectivement parce que, ayant fait mes études d'ingénieur là-bas, avec la première expérience professionnelle, il était plus facile pour moi effectivement d'avoir ce qu'on appelle des connexions directes sur place pour créer une boîte. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi effectivement à me faire accepter là où je vis, étant une compétence, et à partir de ça, je me suis fait un carnet d'adresses qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer à mon propre compte. Et non seulement là-bas, mais un peu partout aussi en Afrique où je fais les tours pour certaines entreprises qui font appel à notre expertise. Alors, je n'ai pas à ce jour refusé d'être entrepreneur ici en RDC. D'ailleurs, c'est mon rêve le plus fou. Je suis en train d'opérer un retour au fur et à mesure. Donc, j'ai un cabinet qui est en chantier. Impact Consulting qui est en chantier ici en RDC, que effectivement je suis en train de mettre en place avec quelques associés natifs effectivement aussi d'ici, qui vivent ici, qui connaissent, pour qu'effectivement on arrive à transférer toute cette compétence qu'on acquiert ailleurs, donc voilà, pour qu'on arrive à mettre à disposition ici. Donc la RDC, ça reste toujours l'option majeure pour moi, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est chez moi, donc je reviens et je me sens bien. Vous vivez au Maroc, vous êtes en RDC aujourd'hui. Dites-nous quel parallélisme vous pouvez établir entre la RDC et le Maroc dans votre domaine. Alors, déjà, rien qu'à regarder le nombre d'entreprises qui sont certifiées, parce que ce que nous faisons, c'est accompagner les entreprises à la certification aux normes ISO. Alors, ces normes ISO donnent la possibilité à ces entreprises d'être qualifiées pour certains marchés européens, pour certains marchés mondiaux. Donc c'est parmi des critères. Alors, si nous prenons rien que la proportion et effectivement du nombre d'entreprises qui sont certifiées déjà aux normes ISO au Maroc et par rapport à la RDC, nous allons voir que nous sommes un peu à la traîne par rapport à ça. Alors, il est important de comprendre que un pays ne peut avancer effectivement que s'il arrive à s'aligner sur ce qu'on appelle les standards internationaux. Le plus petit producteur... Mais qu'est-ce qui retarde la RDC à pouvoir s'aligner aussi aux standards internationaux? Alors là, ça tombe bien, madame, parce que ce besoin a été exprimé, il a été entendu. Donc j'ai été reçu effectivement au mois de février par le ministre de l'Industrie, monsieur Paloukou, Julien Paloukou, avec lequel on a eu des discussions très intéressantes, et il était très intéressé par ce qu'on lui proposait effectivement. Il était question déjà que la RDC arrive à s'organiser sur ses propres standards. Aujourd'hui, il est très compliqué de connaître les normes congolaises. Vous pouvez faire le tour des industriels congolais pour savoir effectivement quelles sont les normes congolaises, il y en a combien, et dans leur domaine respectif, ils en connaissent combien. Est-ce que sont-ils toujours conformes par rapport à ces normes? Est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui pour le faire? On ne sait pas. Alors, la discussion était effectivement, parce que ça tombe bien, votre question va dans le même cadre, la discussion était qu'au niveau du ministère de l'Industrie, comme ça se fait ailleurs, qu'on puisse mettre en place pour la RDC ce qu'on appelle une agence de normalisation. Une agence de normalisation est une forme d'agence qui est étatique et en même temps avec un fonctionnement autonome, qui permet tout simplement au gouvernement congolais, via son ministère de l'Industrie, de s'impliquer activement dans la standardisation de ce qu'on fait ici. Que les producteurs
que les industriels qui viennent en RDC sachent effectivement quelle est la limite dans ce qu'ils font, quels sont les standards, quels sont les éléments de conformité auxquels ils doivent se soumettre pour arriver effectivement à produire dans ce pays. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il est question de mettre une agence en place, une agence ou un institut, ça dépend, parce qu'au Maroc, par exemple, ils parlent des IMANOR, qui est un institut marocain de la normalisation. Et vous avez nos amis du Congo d'en face qui parlent de la CONOR, qui est l'agence congolaise de la normalisation. Donc, on peut effectivement se baser sur ces modèles-là existants. Il y en a aussi au Cameroun et en Côte d'Ivoire, effectivement. On peut se baser sur ces modèles existants pour effectivement arriver à mettre en place ce qu'on appelle une agence de normalisation qui va avoir en son sein effectivement des panels d'experts comme on le fait ailleurs. Commencer d'abord par toiletter ce qu'on appelle le monde de la normalisation ici en RDC. Commencer par revoir les standards qui sont là, savoir si ces standards sont effectivement adaptés. Et à quel niveau est déjà ces projets-là? Il est à quel niveau? Ce projet est toujours en cours effectivement parce que on est encore en discussion avec le ministère de l'Industrie pour voir de quelle manière on peut arriver effectivement à matérialiser un projet intéressant qui a vraiment trouvé l'aval du ministre parce que... Dans ce projet-là, vous avez pensé à intégrer les jeunes diplômés pour leur offrir un emploi pour pouvoir élever leur pouvoir d'achat et changer leur mode de vie. Vous avez pensé à ces jeunes diplômés qui chôment? Le projet lui-même, il est générateur d'emplois. C'est un projet qui est intéressant. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, si on a une agence de normalisation, c'est-à-dire que ce sont des représentations de cette agence au niveau de chaque province. Est-ce que nous voudrons que les projets soient effectifs? Il y a beaucoup de projets qui restent sur des tables de propositions et qui n'ont jamais vu le jour. Vous savez, en RDC, on parle projet, mais on ne voit jamais la réalisation. C'est pourquoi je voudrais vous demander à quel niveau est votre projet et si possible, vous pouvez nous en parler amplement pour voir si ça intéresse aussi la jeunesse de la RDC qui, après avoir obtenu un diplôme d'université, il ne sait pas à quelle porte frapper. Très bien. C'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de vous donner effectivement l'évolution temporelle du projet. Donc, c'est-à-dire que vous dire que voilà, on est à l'étape 1, on va aller à l'étape 2. Ce qui est évident, c'est que les discussions ont été entamées depuis un certain moment avec les ministères de l'Industrie. Les correspondances ont été échangées et le ministre avait instruit son cabinet effectivement à la continuité de ce projet. À l'époque, en février, des réunions se sont tenues entre notre parti effectivement et la direction, parce qu'il existe une direction de normalisation, et nous avons fait le recueil d'informations. Maintenant, il est question effectivement avec le ministère sur leur volonté d'avancement qu'on arrive effectivement à définir un calendrier conséquent sur ce qui peut être fait et les moyens qui doivent être alloués à ça. Et ça tombe bien parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces genres de projets, ce sont des projets intéressants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des projets gourmands de recettes étatiques, ce sont des projets qui sont en même temps générateurs d'emplois et en même temps générateurs de recettes. Mais les ministères qui accompagnent ces projets disposent-ils de moyens technologiques qu'il faut et de moyens financiers disponibles pour pouvoir accompagner ces projets jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation? Alors, c'est vrai que vous savez que les secrets de moyens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir par nous qui venons en tant que partie intéressée pour mettre en place le projet. Après, cette question, elle est bien valable pour la République démocratique du Congo, pour le ministère de l'Industrie de répondre si effectivement les moyens. Et le Congo est un grand pays. Je suis un enfant d'ici. Je ne pense pas que le Congo soit limité en termes de moyens pour mettre en place un standard qui va lui permettre en même temps de générer des recettes pour l'État et en même temps de créer des emplois, et parce que cette agence-là aura effectivement comme rôle non seulement de mettre les standards en place, mais aura aussi le rôle de créer de nouveaux métiers dans les domaines de management modernes, qui sont par exemple de métiers, carrément des métiers de responsable qualité, des métiers de responsable environnement, des métiers de responsable sécurité santé au travail, des métiers de responsable risque industriel et consorts. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, Donc du coup il est question effectivement qu'on ne se pose pas cette question des moyens. Je serais gêné de m'en poser d'ailleurs. Alors, la jeunesse congolaise est-elle vraiment intéressée à participer à une formation de ce genre? Alors, ça va étonner plus d'un parce que les gens sous-estiment un peu la jeunesse congolaise. Les gens sont friands ici. À chaque fois que je rencontre des personnes, et parfois même quand je vais dans certaines entreprises, je rencontre des jeunes qui ont faim. Et ça, c'est déjà bien.
quelqu'un qui a faim de la connaissance, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer. Le Congo n'est pas petit, hein. Le Congo est grand et le Congo il est grand de ses hommes, il est aussi grand de sa jeunesse. Donc je crois qu'il faut qu'on offre à tous ces jeunes ce qu'on appelle une alternative. Et cette alternative, c'est quoi? C'est de leur faire comprendre que, attention, vous sortez des universités où on forme en majorité des juristes, des économistes, des médecins et et des ingénieurs. Oui, ça ne suffit plus. Il faut maintenant s'affiner vers des métiers rares, s'affiner effectivement vers des choses qui peuvent vous donner de l'aura, qui peuvent vous permettre d'être quelqu'un de consommable immédiatement au niveau de l'entreprise. Mais avec les collaborateurs congolais qui vont travailler avec vous, avez-vous déjà pensé à ces formations? Vous avez déjà une équipe, parce qu'on ne peut pas parler de création d'emplois sans parler des formations, parce qu'ils vont faire quel emploi s'ils ne sont pas formés. Avez-vous déjà une équipe de formation? Alors, nous, actuellement, comme je l'ai dit, on est en train de mettre en place un cabinet au niveau de la RDC. Et ces cabinets, il va effectivement arriver à un certain moment, il aura besoin de personnel, il aura besoin des gens. Pour le moment, nous sommes encore une petite équipe, une équipe restreinte, parce qu'on est à l'état embryonnaire. Et avec le temps, il est effectivement de bonne logique que chaque fois qu'on embauche une personne, que cette personne soit formée. Et dans n'importe quel secteur d'activité, il est évident que lorsque nous prenons une personne, mais après, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure est valable dans le sens où dans d'autres pays on trouve peut-être des personnes prêtes à la compétence. Donc c'est-à-dire que j'ai eu à travailler effectivement au Maroc avec des jeunes Marocains que je trouvais à la sortie de l'université prêts à faire ce que je leur demandais. Donc c'est-à-dire que je pouvais les mettre en entreprise et ils pouvaient suivre un système de management en entreprise jusqu'à sa fin. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont formées à l'université pour ces genres de compétences. Mais ici, effectivement, il est question pour nous, une fois que nous allons mettre ça en place. Vous ne pensez pas qu'il y a ce même esprit compétitif dans la jeunesse congolaise? Effectivement qu'il y a. Il y en a? Si. Il y a vraiment l'esprit de compétitivité. Au même niveau que ceux qui sont au Maroc? Alors là, je ne peux pas effectivement être juge dans les termes des niveaux, parce que si nous prenons de manière globale, il faut avouer que le Maroc a eu beaucoup d'avance, parce que tout ce qu'on parle, les choses pour lesquelles on est là aujourd'hui, ce sont des choses qui datent de 20 ans pratiquement là-bas. Donc il y a ce qu'on appelle une culture de connaissances dans ces domaines-là. Le Congo est un pays effectivement riche de ses hommes et de sa jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, très brillant d'ailleurs, et ça on le reconnaît. Et il est question effectivement d'arriver à introduire ce qu'on appelle cette culture de connaissances dans les domaines qui n'existaient pas avant. Et je suis sûr et certain qu'une fois dedans, à plein nez, croyez-moi, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qui vous encourage à pouvoir installer votre entreprise en RDC? Exactement, parce que dans ce que nous faisons, parce que c'est ça, on les raconte aux gens. On dit que quand vous allez sur place, quand vous allez quelque part pour mettre votre entreprise, il y a deux choses qui vous intéressent. La première des choses qui vous intéresse, ça s'appelle le contexte externe de ce pays-là. Le contexte externe d'un pays, c'est-à-dire que quels sont les éléments qui vont influer sur votre entreprise dont vous n'avez pas la maîtrise, dont il faudra effectivement que vous mettez en place ce qu'on appelle les actions de maîtrise pour arriver à contenir ces éléments-là. Ça peut être effectivement la façon dont la législation de ce pays-là fonctionne, ça vous n'y pouvez rien, la législation ne dépend pas de vous. Ça peut être les types de concurrents que vous allez trouver dans ce pays-là, quel est leur esprit de travail, ainsi de suite. Ça peut être effectivement les types d'autres éléments que vous allez trouver qui sont des éléments externes auxquels vous allez être soumis et qui peuvent être une menace, une opportunité pour vous. Mais aussi, il faut savoir que quand vous allez mettre une entreprise quelque part, il y a ce qu'on appelle le contexte interne. Le contexte interne de cet endroit, c'est quoi? Effectivement, c'est ce que l'endroit, ce sont les éléments que vous pouvez maîtriser. Aujourd'hui, en mettant en place une entreprise, vous avez la maîtrise sur quoi? Vous avez la maîtrise sur quel type d'employé, quel type de collaborateur vous voulez. C'est vous qui décidez. Donc vous décidez après avoir mené une enquête. Exactement, après avoir vérifié une somme effectivement d'éléments qui vous permettent de dire que cette personne, soit elle est apte à être employée immédiatement, soit c'est une personne qui demande ce qu'on appelle un investissement à la formation. Parce que n'oubliez pas que chaque investisseur qui vient dans un pays, il est embêté effectivement par l'idée de dépenser encore de l'argent pour former les gens. Qu'est-ce que tout entrepreneur veut? Il veut aller plus vite et il veut tout de suite commencer à amortir tout ce qu'il a eu comme dépenses pour investissement. D'où il est important, dans pas mal de pays où on va effectivement, on dit aux gens, il est important que les pays préparent pour les investisseurs les types de compétences dont l'investisseur a besoin. Pour que l'investisseur ne justifie pas, par exemple, plus tard, l'effet de ne pas super bien payer parce que, écoutez, vous m'avez donné quelqu'un qui n'a pas été très formé dans ce métier, moi j'ai dû dépenser plusieurs sommes, donc il faut que je puisse rentabiliser. On ne peut pas rentabiliser sur la ressource humaine
un humain, il faut immédiatement qu'il se trouve dans l'environnement propice pour rendre les meilleurs de résultats. Vous pensez que vous ne pouvez pas apporter cette expertise que vous avez à la population congolaise, donc qui en a vraiment besoin, au lieu de vivre dans un autre pays qui n'est pas le vôtre, malgré qu'il vous a tout donné. Vous ne pensez pas qu'il est opportun pour pouvoir accompagner les programmes du chef de l'État, que vous puissiez apporter cette expertise que vous avez dans votre propre pays pour pouvoir les développer? Absolument, absolument, parce que nous on est preneurs, on est volontaire, on est preneurs, on veut bien, on est on est là, on se met à la disposition de qui veut pour qu'on en parle. On est des passionnés de ce qu'on fait, donc on peut en parler des nuits et des jours, donc il n'y a pas de problème. Il suffit tout simplement que les besoins soient exprimés par quiconque. Effectivement, il est très difficile à ce jour de demander à un investisseur, un entrepreneur, d'aller lui-même à la pêche des personnes à former, de les former pour ne pas avoir un retour sur ce qu'il fait. Donc il est peut-être bien que la RDC effectivement pense à, je prends encore un exemple, un modèle de pays que je connais, qui par exemple à travers les OFPPT, qui sont des offices de formation professionnelle et technique ainsi de suite, d'introduire, de faire appel à des experts pour introduire des modules qui peuvent permettre aux personnes d'être formées. Mais à notre niveau, il est difficile aujourd'hui de dire que je peux éventuellement regrouper 200-300 étudiants sortant de l'université sans que l'université en question ne m'en donne le cadre et les moyens de le faire, ou aujourd'hui je ne peux pas de manière conséquente dire que je peux effectivement changer énormément de choses si le cadre ne m'est pas offert pour les changer. Donc il est effectivement important que le Congo arrive à faire inventaire de ces enfants qui savent... Parlant des cadres qui n'est pas propice, vous pensez que le climat politique actuel peut permettre aux investisseurs de se pencher sur la RDC actuellement? Alors, vous savez, chaque pays a ce qu'on appelle son pestel. Donc le pestel, je vais vous l'expliquer rapidement, madame. Le pestel, c'est tout simplement cet élément qui permet... Vous expliquez à nos téléspectateurs. Exactement, et aux téléspectateurs, et merci. Donc voilà, le pestel, c'est cet élément, cet outil formidable qu'on utilise en management pour arriver à cerner quelles sont les opportunités et les menaces qu'on peut avoir de son contexte externe. Alors le contexte externe pour tout entrepreneur est ce qu'on appelle le monde qui l'entoure, entre autres le monde étatique. Donc un pays, lorsque nous faisons des pestels de certains pays, vous allez voir le pestel de la RDC existe sûrement. C'est peut-être sur base de ce pestel-là que la RDC peut être dans ce qu'on appelle code de couleur pour savoir est-ce que c'est un pays qui est rouge pour les investisseurs, est-ce que c'est un pays qui est vert, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire quoi le pestel? Donc dans le pestel lui-même, il y a la première lettre P qui veut dire politique. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut effectivement encourager un investisseur à venir que dans un pays où la politique est stable. Donc c'est-à-dire que ça vérifie que la gestion du bien public est effectivement à son meilleur niveau et que les interactions entre l'entrepreneur qui arrive avec l'État seront tout simplement un partenariat gagnant-gagnant. C'est pas un partenariat où on va vouloir gagner sur l'investisseur tout en l'amoindrissant et en l'affaiblissant. Il y a aussi effectivement ce qu'on appelle le E comme l'économie. Ça dépend de la valeur de monnaie, la monnaie que vous avez, effectivement, de l'inflation, de pas mal de choses. Là, je vais rapidement d'ailleurs. Il y a le S qui est aussi le social. Donc, c'est-à-dire que dans le pestel, il y a le P politique, le E économique, il y a le S qui est social. Il faudra savoir dans quel pays on va. Est-ce que la Caisse nationale de sécurité fonctionne? Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas y aller pour payer la retraite de mes employés, alors que ceux-ci sont normalement, doivent être pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, parce qu'effectivement, il y a une taxation par rapport à ça qui est payé. Après, il y a ce qu'on appelle aussi T comme la technologie. Est-ce que le pays m'offre ce qu'on appelle le cadre technologique qui me permet, moi, en tant qu'investisseur, d'avoir par exemple l'accès à l'Internet très haut débit pour tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies de l'Internet? Est-ce que le pays me permet par exemple d'avoir fibre optique un peu plus loin, à 25, 30, 40 km, ainsi de suite? C'est à voir aussi. Et vous avez après ce qu'on appelle le E comme écologie. Donc le E comme écologie, c'est est-ce que le pays gère correctement tous les déchets que je veux produire en tant qu'investisseur? Est-ce qu'il y a une politique sur la gestion de l'environnement qui m'entoure, ainsi de suite? Et pour arriver à la fin, il y a le L du pestel qui veut vous dire cadre légal et réglementaire. Quel type de loi il y a dans ce pays pour m'encourager à travailler en tant qu'investisseur? Quel type de règlement je dois suivre? Est-ce que c'est à ma disposition? Est-ce que si je me décide à faire une veille, c'est une veille qui me permet d'avoir
toutes les informations nécessaires sur les lois en vogue, ainsi de suite. Est-ce que ces lois m'avantagent? Et rien qu'avec ces petits résumés, les téléspectateurs peuvent se faire l'idée effectivement de quel est le pestel de la RDC à ce jour et voir quels sont les éléments qu'il faut arranger. Mais vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Est-ce que le climat politique, au vu du pestel que vous venez d'expliquer, le climat actuel en RDC, le climat politique en RDC permet aux investisseurs de pouvoir regarder la RDC pour se... Écoutez, madame, dans l'investissement, il y a deux types de personnes. Alors, il y a la personne qui investit tout simplement parce qu'il y a un retour de chez soi, mais n'oubliez pas, il ne faut pas se leurrer parce que les besoins définitifs, c'est de gagner quelque chose. C'est d'arriver à se développer, s'améliorer en continu, devenir de plus en plus riche, générer des richesses pour les autres qui sont tout autour, les collaborateurs et consorts. Il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui peuvent effectivement se contenter d'un climat politique qui est un peu morose ou quelque chose comme ça pour faire des bonnes affaires. Comme qui dit, de toute situation naît une opportunité et les menaces. Mais il y a aussi un grand groupe d'investisseurs qui ne sont pas forcément intéressés à aller dans un pays où effectivement le climat politique n'est pas serein pour de longues années. Donc il est effectivement plus important de savoir que le climat politique actuel étant ce qu'il est, ça peut avoir des conséquences dans les deux sens. Alors, les types d'investisseurs qui peut être appelé à venir, malgré ça, c'est un investisseur qui se dit, bon, écoutez, j'ai d'autres raisons d'appartenance, par exemple, j'ai d'autres raisons racines qui font que c'est chez moi, je peux rentrer, mais vous n'allez pas expliquer à un investisseur étranger qui n'a jamais mis ses pieds ici en RDC, de venir en RDC lorsqu'il voit, par exemple, à la télévision qu'il y a un souci politique ou qu'il y a un souci sécuritaire. Donc, c'est ça le problème aussi. Nous tendons effectivement vers la fin de cette émission. Comme vous le savez, la télévision, c'est le temps. Quelles sont les lignes importantes que nos téléspectateurs peuvent retenir de votre passage sur les antennes de Télé 7? Alors, ce qu'il faut retenir effectivement de ce passage, je remercie Télé 7 d'ailleurs, qui est un passage intéressant parce qu'il fallait en parler, c'est tout simplement que la RDC a besoin de plus d'expertise que ça. Donc il faut qu'aujourd'hui il y ait une politique d'encouragement tendue vers tous les enfants de ce pays qui ont envie de revenir, qui ont envie de venir faire des choses meilleures dans leur domaine. Ils sont ailleurs, sûrement j'en rencontre beaucoup qui sont des cadors ailleurs dans ce qu'ils font, qui effectivement dans des discussions semblent ne pas être parfois très intéressés à revenir. Il faut que la RDC arrive à mettre en place une politique comme font les autres. Donc c'est-à-dire qu'une politique d'encouragement à ces meilleurs enfants qui sont allés à l'étranger dépourvus, qui sont arrivés à faire leur preuve à l'étranger, qu'ils puissent revenir pour bâtir ensemble ce pays qui est beau et qui promet énormément. Alors il faut savoir que le monde de l'entrepreneuriat, moi j'exhorte les jeunes à y aller, mais il faut apprendre le métier pour lequel on veut entreprendre. Donc on n'entreprend pas avec tout simplement un diplôme universitaire qui est composé effectivement, qui est présenté comme une preuve de connaissance théorique, mais on entreprend avec un savoir-faire quelconque, donc c'est-à-dire que une compétence qu'on peut effectivement mettre au service de gens, au service de la formation, au service de la production, au service de la stratégie, de la pensée, pour arriver à aider le pays à aller de l'avant. Donc en dernier mot, c'est ça, et j'encourage les jeunes à y aller, je les encourage à foncer, et surtout, j'exhorte au gouvernement congolais de créer ce qu'on appelle l'environnement. Et je parle toujours de l'environnement depuis le début. Créer l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les universités discuter avec ces jeunes. Il faut créer une stratégie de ce qu'on appelle les développements humains dans ce pays. Il faut qu'on arrive à développer le Congo par son nom. D'accord. Votre cri d'alarme, nous espérons, pourra atteindre les responsables pour réorganiser les choses autrement. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Aboubakar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes expert en management et vous êtes directeur général d'une entreprise qui est basée au Maroc. Merci d'avoir fait profiter nos téléspectateurs de votre expertise. Nous savons que ce n'est pas la dernière fois que vous passez sur nos antennes. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ces numéros d'avis des experts. Les prochains